Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonjour Clément. Bonjour Félix. Merci beaucoup de me recevoir pour cette première sur un podcast en ligne. Nous te recevons aujourd'hui pour parler de ton profil. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait après THP, qui tu étais avant THP. Et donc, je te propose de commencer sur toi, ton histoire, qui étais-tu, qui es-tu aujourd'hui. Et j'aime toujours commencer ces interviews par... Donc Clément, tu as fait THP il y a 3 ans, une très belle promo d'ailleurs, très belle session, où on s'était bien marré, donc c'était l'hiver 2018 je crois. Qui étais-tu donc il y a un peu plus de 3 ans avant de faire THP? Alors il y a un peu plus de 3 ans avant de faire THP, j'étais pas encore le jeune papa que je suis aujourd'hui. J'avais débuté ma carrière en finance d'entreprise, d'abord dans du bas de bilan au sein d'une petite filiale et puis ensuite au sein d'un grand groupe qui est le Crédit Alors Agricole. désolé, je te coupe, mais du bas de bilan? Bas de bilan, ouais, c'est tout ce qui est financement vie courante d'une entreprise. Par exemple, D'accord, tu ok. vas acheter des stocks ou des créances clients, tu vois, ce genre de choses. Ou financer l'acquisition d'une machine-outil, voilà. Et puis tout ce qui est haut de bilan, c'est tout ce qui est levée de fonds, en fait. Tu viens financer le futur de ta boîte et ton fonds de roulement, quoi. Voilà. Ok, donc toi c'était la gestion au jour le jour, c'est ça? Exactement. La gestion au jour le jour. Enfin, la gestion financière au jour le jour. Non, c'était plutôt un aspect commercial. J'étais chargé d'affaires, tu vois, au sein du Crédit Agricole, sur de la PME au début, puis sur des corporates, donc vraiment des grands comptes dans l'immobilier. Et puis ensuite, je suis passé dans une petite banque d'affaires indépendante sur de la levée de fonds en capital développement. Ok, donc secteur de la finance, on va dire, qui n'a rien à voir avec le code. Il n'y a rien à voir du tout. Rien à voir absolument. Si, il y a de très belles boîtes dans le numérique, c'est tout. C'est ça, on pense à Conto et compagnie, mais... Ouais. mais ouais, non, c'est assez intéressant. Et donc tu es dans un secteur qui n'a rien à voir avec le code, et là tu te décides, vas-y, je plaque mon taf et je vais apprendre à coder. En fait, j'ai profité d'avoir plaqué mon taf, d'avoir du temps pour apprendre à coder. C'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. Je me Pourquoi? suis dit, bon, j'ai du temps, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai vu que les agendas coïncidaient avec celui de THP. Et donc, je me suis lancé. Pourquoi? Parce que, après, c'est peut-être une question de personnalité, mais tu vois, c'est con, mais à l'école, on t'apprend le solfège. Et t'es confronté à la musique tous les jours, donc c'est plutôt sympa. Mais moi, je suis pas un musicien pour autant, hein, mais je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre à coder? C'était vraiment la curiosité, savoir comment ça Ok. se passait, la machine, comment c'est structuré, tu vois, un site internet. Enfin, j'en avais vraiment aucune idée, et puis je me suis dit, c'est trop con, c'est encore accessible aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ça le sera plus du tout, mais c'est bien d'avoir des fondamentaux, des bases, en fait. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui était accessible? Qu'est-ce qui est encore accessible aujourd'hui? Le fait de pouvoir apprendre à coder. Ok. Tu sais, on est sur des technos, enfin, quand tu retournes en 2018, les applis, c'est le tout début, enfin, c'est pas, non, c'était 2018, 2017, je sais plus, ouais. Ouais, début 2018. Donc, Ouais, ouais. début 2018, on était encore à un moment où le code, je me suis dit, ça peut encore être accessible à un mec qui n'a aucune notion, ni quoi que ce soit. Peut-être que demain, ça sera plus du tout le cas, si t'as pas fait une école d'ingé, voilà. Ok. Non, mais c'est hyper inspirant en fait de se dire, j'apprends à coder par simple curiosité pour comprendre le monde qui m'entoure. Ouais, comprendre le monde qui m'entoure. Et en fait, j'ai découvert d'autres choses par la suite qui me sont très utiles aujourd'hui, en fait, et même au quotidien dans ma vie. Alors pas que dans mon quotidien professionnel, mais même dans ton quotidien perso ou pro, peu importe. Le fait d'avoir fait THP et d'avoir appris à coder comme ça un petit peu dans le dur, c'est pas quelque chose qui est forcément accessible là comme ça de prime abord. Hein. Enfin, tu peux mettre quiconque au défi d'apprendre à coder tout seul dans son coin. Sauf s'il est très téméraire et sait faire preuve de pugnacité avec un certain intellect, oui, il y arrivera. Mais sinon, comme un des mortels, c'est difficile, quoi. Tu te heurtes à de la difficulté d'apprentissage, voilà.
Et en fait, ça t'apprend ça t'apprend à apprendre à apprendre. Très bien. Et donc, tu te dis, j'aimerais bien apprendre à coder pour, voilà, comprendre le monde qui m'entoure, essayer de. Est-ce que aussi ça avait une visée professionnelle ou c'était juste pour te dire, j'ai juste envie de comprendre le monde qui m'entoure? Bah, je t'avoue que je m'étais posé déjà une question entrepreneuriale avec des potes à ce moment-là. Il y avait une question de faire un site web, voir que tu pouvais sortir 4 ou 5 000 balles pour sortir une appli, alors que je me dis, s'il y a un mec qui sait le faire, pourquoi ça serait pas moi? Euh, et pas payer les 4 ou 5 000 balles à ce moment-là. Bon, voilà. Aujourd'hui, je pense que tu n'as pas forcément besoin de savoir coder pour entreprendre. Il y a suffisamment d'outils no ou low code pour le faire sur le plan technique, j'entends. Mais maintenant, le fait d'avoir appris à apprendre, et notamment à travers le code, tu vois, bah, ça lève des barrières. Moi, je le vois dans le quotidien, tu vois, avec les équipes que je peux gérer. Tu as des gens qui ont plutôt des profils de école de commerce. Et quand tu les mets devant des outils no ou du low code, dès que tu as un petit bout de code qui apparaît, c'est la panique, quoi. Ouais, je vois très bien les gens qui font: «Oh, il y a du code, je comprends rien». Mais ça, Ouais. c'est hyper intéressant. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, justement, sur ce que tu as donné, le code comme compétence. Mm. Notamment, oui, en quoi ça te permet d'utiliser des outils no ou low code. Mais revenons en 2018, à un moment donc charnière de ta carrière. Donc tu te Mm. dis: ok, j'apprends à coder. Tu t'inscris à THP parce que je sais pas, j'imagine que ça devait être une formation qui devait être sympa. Et tu passes 3 mois à apprendre à coder. Comment se sont passés ces 3 mois? Bah écoute, c'était assez intense. Ah Parce ça. que c'était, je sais plus, on commençait à 8h, on finissait à minuit tous les jours, même un peu plus tard parfois. C'était assez sympa, les gens qui étaient là étaient plutôt cool. Puis en fait, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, tu pouvais rapidement faire le tri. En fait, c'est tellement rude que si t'es pas déterminé ou si t'es pas passionné ou motivé par la chose, très rapidement t'abandonnes. Donc, bon, bah, t'as des gens qui partent assez vite. Et finalement, tu te retrouves avec que des gens qui ont envie d'avancer, quoi. Hmm. D'apprendre ensemble. C'est important, ouais. Et donc bah, après, c'est vrai qu'à votre époque, je sais pas comment ça s'est passé votre session, ou votre promo, vous étiez vraiment à donf, à travailler énormément. Je m'en souviens, c'était il y a des personnes qui disaient: oui, on faisait des nocturnes jusqu'à 5-6 heures du matin, des fois, voilà, en mode école d'archi, charrette, quoi. Je fais: ah ouais, quand même, c'est Ouais. intense. C'est ça. Alors moi non, pour le coup, on arrivait en général à finir, je sais pas, sur le coup de minuit ou 1h du matin ou plus tard. C'est vrai qu'on commençait assez tôt avec ceux avec qui je bossais. Après voilà, c'est aussi les affinités qui font que tu trouves ton équilibre. Et il y a des vraies synergies en fait entre les gens parce que à l'époque, tu avais vraiment insisté sur le peer learning et Toujours ça aujourd'hui. marche. Ouais, et ça marchait assez bien. C'est des choses, tu vois que bah, tu peux apprendre par toi-même. Et il y a des gens qui ont des difficultés à s'inscrire là-dedans, mais le gain vient avec le temps. Et du coup, tu t'ouvres en fait à la pratique, quoi. C'est-à-dire? Bah, il y a des gens qui vont avoir plus de mal à. Alors, t'as les deux en fait. T'as les gens qui ont toujours la tendance à compter sur les autres, du coup, et vont être là toujours à essayer de gratter pour avancer. Ou en tout cas, c'est une forme de délégation, tu fais faire, quoi. Et tu récupères les fruits du labeur des autres par la suite. Et puis, t'en as d'autres, il faut absolument que ça vienne d'eux. C'est comme ça. Et puis, à force de sortir un mur et de s'user et de voir que ta réussite peut venir d'une interaction avec quelqu'un d'autre, bah, tu t'ouvres et puis ça avance, quoi. Et toi, tu te mets dans quelle catégorie? Je suis un peu entre les deux, moi. Ouais, autant il y a des fois, il y a des jours, j'arrive pas et j'ai besoin de récupérer le travail des autres pour avancer, ou je vais bloquer sur un truc et ça me saoule, et puis voilà. Et autant il y a des choses, je suis assez content de l'avoir fait par moi-même. D'ailleurs, ça me fait penser, votre projet final, à l'époque, m'avait assez impressionné quand vous l'avez rendu. Donc voilà, fallait que je le dise. C'est assez stylé ce que vous avez réussi à pondre en 2 semaines. Est-ce que vous aviez des objectifs particuliers? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est plutôt bien passé? Est-ce qu'il est encore en ligne d'ailleurs? Il est toujours en ligne, Frigo Hero est toujours en ligne. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est assez marrant, parce qu'il a inspiré beaucoup de gens, ce projet. Ah bah franchement, c'est un projet qui mérite l'inspiration, donc ça fait très plaisir que des gens s'en inspirent. Non, mais tu vois, pour l'anecdote, j'avais contacté parce que on avait lancé Frigo Hero, qui était une plateforme de partage de nourriture. En fait, l'idée c'était de se dire, il y a toujours un moment où on a au fond de notre frigo un truc qu'on est prêt à acheter, qu'on n'a pas envie de manger, ou alors on part en vacances et on a la moitié du frigo qui est plein. Et puis quand on va rentrer, tout sera pourri dans le frigo. Et en fait, c'est des choses qu'on aurait pu donner. Voilà, ça c'était l'idée de base. C'est une idée qui nous a tous enthousiasmés. C'était une idée de Thibaut. On était tous concernés par ça. On a peut-être eu la chance aussi d'avoir une vision partagée des 4 membres concernant ce projet.
Hmm. Ce qui a fait que dans les devs, ça n'a pas été très 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 dur et tout le monde était assez à fond. Et même dans des bonnes pratiques, je dirais, tu vois, d'être dans un Trello, de faire des user stories, ce genre de choses, ça rebutait personne et tout le monde avançait, quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est une problématique que tu vois au quotidien quand tu travailles en startup. Les trois quarts des gens te diront, si tu veux que ça avance vite et rapidement, il faut que tu bosses avec des passionnés du sujet. Tu peux pas bosser avec des gens, avec des nihilistes, en fait, ou des mercenaires qui sont là juste à dev comme ça, quoi. À Ok. tapoter du clavier, quoi. Et donc ça, ouais, Frigoyant pour la petite anecdote. Après avoir fini THP, on s'était posé la question de est-ce qu'on essaie de continuer dessus ou pas. Le fait est que les agendas et les planètes n'étaient pas alignés sur les 4 membres. Il y en avait qui reprenaient un taf. Moi, j'avais 2 ans de chômage devant moi, donc si je voulais, c'était possible. Mais Thibaut, tu vois, c'était pas le cas. Hamza, lui, reprenait un autre travail à côté. Et Dinès, il partait sur d'autres sujets. Et on a essayé de refourguer le bébé à des associations comme l'Abbé Pierre et compagnie, ou d'autres gens qui s'étaient positionnés sur le créneau, notamment Jette pas partage. Tu peux aller voir leur site. Enfin, à l'époque, en tout cas, le mec, je l'avais eu au téléphone, il m'a dit, ouais, il me dit, putain, impressionnant, en 15 jours, nous, on a mis 3 mois à faire le truc, votre truc est vraiment bien. Ça m'a coûté une blinde. et, euh, et le mec, en fait, la dernière fois que je me suis connecté sur son truc, c'était Frigo Hero, tout copier-coller, quoi. Ah Bon, il m'a bah, pas, voilà. Mais pour la petite anecdote, on a inspiré d'autres gens. bah, en tout cas, c'est cool. Non, mais le concept était frais, c'est facile à expliquer. Et ce que vous avez réussi à pondre en 2 semaines en fonctionnalité, au moment où je vous ai vu, j'étais impressionné. Et encore aujourd'hui, vous êtes au niveau des très très bons projets en termes de livraison de fonctionnalité, quoi. Et donc, Ok, cool. voilà, bravo à vous 3 ans plus tard. Je suis très content de voir que ce projet reste encore et sert encore à des entreprises. Bah, ça prouve que c'était extrêmement bien livré. Ok, bah voilà, vous avez livré Frigo Hero. Ça, c'était en mars 2018, Mm. donc il y a un peu plus de 3 ans. Voilà, qu'est-ce que tu as fait après THP? Alors après THP, moi j'ai pris un virage. En fait, on a eu une fenêtre de tir avec ma compagne. On est tous les deux originaires de Bretagne et on s'est dit on va rentrer en Bretagne. Elle avait une opportunité avec son travail et puis moi avec le mien vu que j'en avais plus. J'ai pas trouvé de taf à ce moment-là dans mes fonctions d'origine en finance parce que c'est plutôt tu vois, quand tu fais du haut de bilan, la place elle est plutôt à Paris concrètement que même dans la capitale bretonne qui est Rennes, même s'il y a il y a 2 3 opportunités de temps en temps. Et puis j'en avais un peu marre. Et puis l'entrepreneuriat, moi, ça m'a toujours un peu touché, ça m'a toujours un peu intéressé. Et j'ai intégré une entreprise de services numériques, un groupe qui s'appelle Davidson, Ok, qui proposait des postes en tant que manager avec un aspect assez entrepreneurial, tu vois. En gros, t'as 3 piliers sur ton taf. Tu as l'aspect commercial, le management au quotidien de tes équipes et le recrutement. Tu ok. pars de zéro, from scratch, et tu dois monter une équipe, une team, et tu décides d'adresser un marché. D'accord. Et c'est un taf, on va dire, intrapreneurial même. Ouais, plutôt, ouais, en fait, en vrai. Enfin, l'aspect entrepreneurial, il est assez limité parce que tu as déjà un cadre qui t'est imposé, tu as un outil, tu as une image. Donc, tu as beaucoup de questions qui sont liées à l'entrepreneuriat que tu vas pas adresser dans ton quotidien, mais tu as d'autres sujets comme l'aspect gestion d'un PNL, enfin d'un compte de résultats, la gestion, le management de ton équipe, et puis le développement commercial qui, oui, là, par contre, c'est levé, c'est adressé, effectivement. Et après, c'est à toi, tu as identifié ton marché. Le premier marché que je voulais adresser, surtout, c'était l'informatique bancaire. Parce que la banque, c'est un milieu que je connais. Je connaissais Et tous mes équipes. l'informatique, t'as appris à coder la combo gagnante. Exactement. Et en fait, très, tu vas t'en rendre compte que ça peut te servir parce que déjà, tu as plus de crédibilité. Et même au quotidien, tu vois, quand tu as un profil commercial, parler avec des ingénieurs, en général, les mecs, ils te kiffent pas. Donc, de principe, ils vont pas trop t'aimer parce que pour eux, t'es dans du bullshit, quoi. T'es pas dans du concret. C'est Ça, vrai, c'est c'est un des vrais trucs. Les ingés, en général, tout ce qui est pas ingé, ils vont mépriser presque. voilà. Bon, après, je sais pas, c'est sans faire de caricature, hein, mais voilà. Et donc, quand tu te retrouves face à des responsables informatiques, ce genre de choses, juste d'avoir des petites bases ou de comprendre, de ticker, d'avoir 2 3 mots-clés, puis surtout d'être capable de te projeter et de te dire, ah ouais, bah le mec que j'ai recruté, il va taffer dans cette équipe-là, il aura tel poste, il va être sur du dev, ou il va être sur du build, ou alors il va être sur du run, c'est pas du tout la même chose. Donc tu sais aussi ce que tu construis et ce que tu apportes à tes équipes en fait en termes de projet. Ça c'est assez intéressant. Et ensuite, ce que je disais, tu as l'aspect recrutement. Et en fait, dans l'aspect recrutement, quand tu es face à un dev, surtout en ESN, le mec qui va se retrouver face à des purs commerciaux ou de la RH qui va rien piper à ce qu'il fait,
il va balader tout le monde. Et le fait d'avoir des bonnes bases en développement, mais même toutes bêtes, hein, les bonnes pratiques de GitHub ou ce genre de choses, très vite tu vas pouvoir voir si tu as affaire à un zozo, un espèce d'électron libre, ou si tu es face à un mec un peu près sérieux, qui a de la méthodologie, qui va savoir s'intégrer dans une équipe et qui sait de quoi il parle, quoi. Qui est pas là à essayer de te noyer dans 2-3 termes techniques, quoi. Donc ça a été ton métier pendant 1 an, c'est ça? Pendant 2 ans. 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Et puis après, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, il y avait des mesures qui ont été prises, en fait, tu vois, dans le groupe. Moi, j'étais pas trop en phase. Et donc, on a décidé de se séparer à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai envie de changer d'air un petit peu. Et surtout, tu vois, il y a le temps qui passe. Toi, tu l'as fait il y a longtemps, mais moi, j'ai jamais pu entreprendre réellement. Et même aujourd'hui, en fait, tu vois, là, je suis porteur de projet au sein d'un startup studio. Rennais, je porte un projet qui émane de ce startup studio, qui s'appelle donc le startup studio s'appelle Unity.io. Donc Et alors, le pro... un startup ouais, studio, c'est une entreprise qui te propose de faire des startups, c'est ça? c'est ça. Ouais. Alors eux, ils ont un modèle un petit peu plus particulier qui est on adresse des industriels. Quand je parle industriel, ça peut être n'importe quelle boîte en fait, qui t'apporte une problématique et on leur répond par une application digitale, tu vois. Laquelle, si elle est pokée et que ça fonctionne, tu peux lancer à ce moment-là une startup dessus. L'industriel prend part au capital, c'est sa REM, et puis la startup vit sa vie tout seul, quoi. Ok. Et donc, toi, elle a été industrialisée. Ouais, exactement. Donc moi, ça s'appelle Green, Grean. C'est une startup qui adresse l'immobilier, le secteur de la transaction immobilière principalement, dans l'ancien. C'est un secteur qui est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs naissants. Et c'est un secteur il y a eu beaucoup de tentatives et beaucoup d'échecs. Ah Et ben donc ça, l'immobilier, c'est un secteur aussi très old school. Ça a du c'est mal à se numériser. exactement. Et donc, ce qui fait que quand on arrive sur le marché en mode numérique, bah j'ai l'impression que les acteurs en place sont un peu récalcitrants, non? C'est très très dur. Alors pour le coup, il y a un petit vent de changement là en ce moment, parce que tu vois, en fait, t'es sur il y a plus de 30 acteurs hein, sur le logiciel de la transaction immobilière en France, c'est énorme. Sachant que tu as des gros leaders comme AC3 qui est une entreprise située à la Pointe Bretonne à la base, qui est vraiment le leader français avec son logiciel Imo Facile. Et c'est des gens qui ont plus de 20 ou 30 ans d'existence, je sais plus. Et donc, tu as tout un tas d'aides techniques derrière sur ces gros logiciels là, de tous les leaders du secteur. Et tu as aussi les façons de penser en fait le logiciel en termes d'UX qui impactent en fait les pratiques commerciales des agents derrière et les relations C'est-à-dire? avec les clients. Bah, tu vois, c'est typiquement, tu as répondu à une annonce sur Le Bon Coin il y a 2 ans, et aujourd'hui, tu reçois encore des mails de la part de tes agents immobiliers qui te disent j'ai un T2 pour toi, alors que tu as 35 ans, une femme, 2 gosses, et que tu veux acheter une maison, quoi. Ça, c'est des choses, tu peux le changer, en fait. Et l'outil, en fait, si tu veux, c'est des outils qui appartiennent à une autre génération, une autre époque, où numériser les pratiques physiques existantes. Moi, je pense que tu as un coup à jouer, en tout cas, là-dessus, en te disant non, c'est pas, on peut pas faire ça. Enfin, il faut repenser en fait l'outil de façon même à repenser, quitte à repenser le métier de l'agent derrière, l'aider à se repositionner sur sa plus-value. Et un agent, c'est quoi? Un agent, c'est quelqu'un qui fait un deal, qui génère une opération, un business. C'est-à-dire, il prend un mec à un endroit, un acheteur à un endroit, un vendeur à un autre endroit. Il faut qu'il arrive à convaincre les deux de lui faire confiance. Et une fois qu'il a la confiance des deux, il va permettre aux deux personnes de se faire confiance. Et ça, c'est son rôle concrètement. C'est sa vraie plus-value. Un agent, c'est le produit que fait un agent, peu importe le truc, hein, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance ou n'importe où, c'est de créer un marché. C'est ça son produit. Et il crée rien d'autre. Hein. Mais tu as toujours besoin d'une tierce partie pour que les gens arrivent à s'entendre. Surtout, tu vois, dans l'immobilier où il y a une espèce de folie parce que tu crées de l'argent que tu es incapable de créer à travers ton métier, ton existence ou quoi que ce soit. Où tu as des mecs aujourd'hui qui vont vendre des baraques à 1 million sur la côte alors qu'ils ont gagné, ils étaient au SMIC toute leur vie. Donc ça, tout de suite, les gens pètent un plomb. Et t'as un aspect aussi sentimental. Une maison, les gens s'y attachent. C'est sa maison, tu vois, c'est ta maison, c'est ton truc. Et donc, quand tu veux le vendre de par toi-même, tu vas te heurter à de la négociation, ou typiquement, si tu es un ingénieur et que d'un coup, tu dois faire preuve de pratique commerciale, ça va être difficile. Donc, là, un agent immobilier va avoir un intérêt à agir là-dedans.
Mais ce que tu constates en fait dans l'existence, c'est que les outils aujourd'hui numériques à disposition des agents immobiliers leur permettent pas de faire au mieux leur travail. Non, mais c'est un constat hyper intéressant. C'est vrai que quand tu m'as parlé de l'immobilier, le premier truc que je me suis dit, ils sont old school. Et tu me dis, non, mais complètement. Et ça se voit autant dans les pratiques que dans les outils qui sont vraiment très old school. Donc, je suis ravi de voir qu'il y a des personnes comme toi qui, justement, veulent un peu changer les choses. Et ça vient en plus d'une volonté, d'une volonté et presque enfin, je vais pas en dire passion, mais presque d'une envie de permettre aux gens justement de trouver des meilleures maisons facilement, quoi. Ouais, puis aussi de permettre aux agents, tu vois, de redorer un peu leur blason, en fait. Ah oui. Quand tu regardes aujourd'hui, il y a pas mal d'enquêtes qui sont réalisées sur le sujet, sur l'image d'un agent immobilier, même aux différentes étapes d'une transaction. Et c'est vrai que ils ont une image en fait qui pâtit et qui leur permet pas de justifier leur honoraire, en fait. Ou en tout cas, où les gens ont un sentiment d'avoir été un peu escroqués, quoi. Le mot peut être fort, mais Alors que tu t'achètes une maison qui est censée te faire toute ta vie, donc t'as pas envie. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, puis même aujourd'hui, les pratiques sont différentes. Là, tu parles d'une maison où tu es censé faire toute ta vie, mais tu as beaucoup de gens qui finalement se mettent à investir dans l'immobilier. Parce que tu as des promesses, parce que tu as un marché qui a été totalement fou, en fait, depuis le début des années 2000. Tu as un mec là au ministère de l'Environnement qui avait sorti une étude en 2017. Je crois que il s'appelle Fregit. Il a fait une analyse en fait où il explique qu'il a le tunnel de Fregit, c'est-à-dire de 1965 à 2000, tu es dans un tunnel où les prix de l'immobilier sont corrélés aux revenus des Français. Et à partir des années 2000, et Internet a notamment participé à ça, tu as une décorrélation qui se fait. Le marché n'est plus corrigé en fonction des crises, tu n'as plus vraiment de baisse à nouveau sur l'aspect 2000 à 2020 aujourd'hui. Et ce qu'il disait, c'est en 2017, il aurait fallu que l'immobilier perde 40% de sa valeur en 2017 pour rejoindre ce tunnel. C'est énorme. Ah oui. Enfin, c'est là où tu as un aspect un peu fou, quoi. Moi, c'est ce que je trouve aujourd'hui. Un peu ce qui rejoint ce que dit tout le monde, genre il y a une envolée des prix de l'immobilier et que personne n'arrive à expliquer. Tu as des explications, et c'est notamment parce que c'est accessible, tu vois. Dire à un mec, va investir dans une startup pour faire de l'argent, c'est pas concret. Il va pas comprendre. Puis s'il comprend pas la techno, il a encore moins envie d'y mettre sa thune. Tu vois, c'est difficile en fait. Va en bourse. Tu vas en bourse, ça impressionne tout le monde. Créer une entreprise, fais quelque chose. Ah, j'ai pas d'idée, machin. En fait, on s'en fout. D'ailleurs, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est marrant, les gens ils disent toujours j'ai pas d'idée, mais en fait, les idées elles sont partout autour de toi. Il suffit de copier le business de quelqu'un d'autre et d'être un bon commercial et tu y arriveras, quoi. Enfin, c'est des trucs. T'es pas obligé de changer le monde, t'es pas obligé de faire un Facebook à chaque fois, c'est ça que je veux dire. Mais bref, et l'immobilier c'est quelque chose d'accessible. Déjà c'est concret, la pierre elle est toujours là, ça vaudra toujours quelque chose. Et puis il y a l'aspect en fait où tu fais que porter un risque et tu fais épargner quelqu'un d'autre à ta place. Quand t'as un locataire, le mec il paye ton épargne, c'est tout. Ok, donc ouais, c'est hyper intéressant justement de confronter un peu l'immobilier avec le numérique. Alors c'est marrant, tout à l'heure tu parlais de la formation qui t'a donné du code, mais tu disais aussi que ça avait d'autres compétences, notamment peut-être à apprendre à un peu à aller vite. Est-ce que c'est en lien avec le métier d'entrepreneur par exemple? C'est bon, alors fortement. En fait, je sais plus, j'avais entendu une interview d'un des deux de chez Kima qui disait les gens chez qui on investit, c'est les mecs qui apprennent vite et qui exécutent vite. Et qui sont dans ce cycle d'apprentissage exécution continue. Moi, c'est ce que j'essaye de faire là chez Green, la boîte chez qui on est, avec les équipes. Et en fait, ça peut être compliqué. Et notamment, si t'as jamais mis les mains un peu dans le code, tu vas pas comprendre pourquoi ton développeur, il n'arrive pas à te sortir le truc que tu veux. Et donc ça c'est chiant parce que tu perds du temps, tu peux pas exécuter et donc tu peux pas apprendre de l'exécution que tu viens de mettre et donc tu peux pas ensuite réexécuter, réenchaîner ce cycle vertueux et perpétuel de l'innovation continue. Et ça c'est des vrais sujets. Par exemple, quand tu as, enfin typiquement c'est de la méthodologie, que ça soit sur du cycle en V ou tu as ce qu'on appelle la MOA, donc la maîtrise d'ouvrage. Donc tu as des gens qui ne savent pas coder, qui vont comprendre, qui vont représenter la fonction de métier. Donc là, typiquement, chez nous, chez Green, ça va être les agents immobiliers. Tu dois comprendre les agents immobiliers et traduire les attentes d'un agent immobilier envers l'outil en ce qu'on appelle des specs techniques, des specs techniques, des specs fonctionnels. Donc, c'est dire au développeur, l'outil doit pouvoir permettre à l'utilisateur de faire ça. Typiquement, si tu reprends l'agile, ça va être des user stories. Ok. On va traduire toi ce que tu veux faire en comment les devs vont comprendre. Exactement. Et après, et c'est toujours pareil, en fait, tu vas heurter, ton client va te dire, mais moi, je veux que l'outil fasse ci, ça.
Il faut bien qu'il y ait un mec qui fasse le tampon entre les deux, ou le développeur, il va pas forcément comprendre comme ça là tout de suite, ou alors il va comprendre et la difficulté, c'est est-ce que c'est réalisable ou pas? Quel est l'impact en fait dans l'outil, dans ce que tu fais quoi? Et puis t'as des développeurs ou en tout cas t'as beaucoup de gens qui ont l'image de se dire bah attends l'outil c'est pas compliqué, moi je te dessine le truc tac tac tac, tu le fais, je te balance. Bah, vas-y fais-le. Paye-toi un freelance à 450 balles la journée et puis et puis dans 10 jours on en reparle quoi. Tu n'auras pas le résultat que t'attends en fait. Et le fait d'avoir un tant soit peu le nez dans le code, déjà tu gagnes le respect de tes équipes qui en général sont composées d'ingénieurs et on le rappelle, ne respectent pas les commerciaux. Est-ce qu'on peut dire que l'inverse est vrai aussi? L'inverse c'est vrai. Je pense que l'inverse c'est vrai. Ouais. En plus moi je suis très moi j'ai un profil d'économiste à la base, donc je suis pas du tout école de commerce ou quoi que ce soit. Je peux me sortir de tout ça et avoir un regard totalement objectif, Neutre et impartial. neutre et impartial. Je pense que l'inverse c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est peut-être un des freins et c'est des sujets, tu vois, dans l'éducation aujourd'hui, où tu as de plus en plus d'écoles d'ingé qui essayent de mixer avec des masters un peu doubles en école de commerce Ou des écoles de commerce pour apprendre le code aussi. Exactement, et de permettre des interactions entre les deux, parce que très vite tu te rends compte que ces deux profils qui parlent pas le même langage. Typiquement, moi je le vois dans mes équipes de dev, l'aspect business, ça les échappe quoi. Tu vas faire deux trois trucs, tu vois, des fois tu fais des campagnes et puis tu te rends compte que ton onboarding il est foireux, que les trois quarts des gens qui se connectent ils aboutissent à une erreur 500. Le dev il va te dire ouais j'ai une petite pétouille, ouais je te règle ça dans la matinée. Sauf qu'entre temps tu as peut-être 100 ou 200 inscrits sur ta campagne qui sont passés à la trappe quoi. C'est un peu ouais, bon, une version un peu extrême, mais d'ailleurs ce que tu disais, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une barrière dans les entreprises entre l'équipe technique et les autres, et notamment aussi il y a une barrière de l'équipe vers le market, vers le code. Ce que tu disais, c'est dès que tu donnes des outils et dès qu'il y a 2 lignes de code, les gens sont en mode oh je sais pas utiliser, genre un outil d'email par exemple, genre Mailchimp qui permet d'envoyer des emails. Des fois il y a un peu du code et tu me disais ouais les gens voient du code, bah ils savent pas faire. Ouais, voilà, si tu prends un mec en école de commerce et que tu lui dis, enfin moi c'est des choses que je vois, et alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais des gens qui viennent pas de l'informatique, même sur du low ou du no code, dès que tu as un peu de code qui apparaît, ça peut être la panique. Parce que tu es face à quelque chose que tu sais pas lire, tu vas pas savoir interpréter, tu vas pas savoir où aller chercher dans telle et telle balise, tu vois, de l'information dont tu as besoin. Pareil, enfin moi je sais pas, ça m'arrive assez souvent avec l'inspecteur de retoucher deux trois trucs en live pour faire passer un message ou faire comprendre ce que je veux faire. Et ça, je sais que dans les équipes plutôt market, bah, c'est pas forcément des choses qui sont maîtrisées et c'est chiant en fait, parce que t'as beaucoup de messages en fait où dans les interactions entre tes équipes, tu vas avoir une partie de tacite, c'est-à-dire du non codifié. Alors déjà, le télétravail peut rendre la chose un peu plus difficile, mais cette partie de tacite, si tout le monde maîtrise un tant soit peu le code, tu peux permettre aux gens d'aller un petit peu plus vite. Et surtout, tout le monde va être concerné. Tu vois, c'est le fait de pouvoir rentrer un tout petit peu dans le site ou d'avoir cette sensation de rentrer dans le site à travers la retouche de code ou juste un inspecteur sur Google ou n'importe quoi. Ça permet à des mecs qui n'ont pas forcément la vision. Tu vois, typiquement un mec qui va être générateur de lead ou ce genre de choses, qui lui va plutôt passer community manager ou n'importe quoi. Bah, même un community manager, en fait, c'est faux, parce qu'un community manager, si tu publies sur un blog, il y a des notions de SEO à avoir Et tu seras amené à utiliser WordPress et exactement. un peu de code. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On ne te parle pas de savoir coder comme un ingénieur informaticien. C'est-à-dire de faire un code performant. Mais juste de mettre le nez dans le code et de le comprendre, c'est quelque chose d'assez basique, en fait. Ouais, bah, morale de l'histoire, tout le monde devrait apprendre le code. Exactement. Ah mais, t'apprends le solfège. Jamais dans le reste de ta vie tu vas jouer de la flûte. C'est con de pas apprendre à coder, alors que tous les jours tu vas t'en servir, quoi. Et peu importe le métier, hein, c'est bah, lors de ces podcasts, j'ai vu plein de métiers différents et tous ces métiers disent bah ouais, le code en fait ça me sert de près ou de loin, ou même en fait ce qui est autour du code, c'est le côté apprendre à apprendre, le côté savoir se dépatouiller Ouais. qui résulte beaucoup un peu de l'apprentissage du code. Ça me fait penser à un autre point. Alors ça, c'est peut-être un point de vue plus personnel, mais
S'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas trop aux gens dans nos sociétés aujourd'hui, c'est l'empathie. Je parle pas d'empathie au sens du je ressens l'émotion de la personne qui est en face de moi, mais de savoir se mettre à la place de quelqu'un pour le comprendre, anticiper ses problèmes, se les approprier. Plutôt un aspect marketing, tu vois. Et en fait, le fait de briser cette barrière du langage informatique et que les gens aient pas peur, se lancent dedans, se prononcent sur des sujets, même s'ils ont tort ou raison, finalement, tu arrives à créer du lien entre tes équipes d'informatique, du market ou plutôt l'aspect lead gen et puis produit, où tu as des vraies synergies à avoir et tu arrives à créer des liens humains un petit peu plus forts et créer de l'empathie en fait envers les gens. C'est-à-dire qu'un développeur qui n'a pas sorti le truc à temps, il va peut-être prendre un peu plus conscience de l'impact du retard sur le marketing, ou le marketing qui fait des campagnes un peu foireuses et qui prend pas le temps de l'expliquer aux développeurs correctement, va prendre un peu plus conscience de l'impact de son travail et des conséquences, tu vois, de ses erreurs ou d'un manque de rigueur sur les devs derrière, quoi. Ouais, tout à fait. De pouvoir essayer de justement se mettre dans la peau des autres métiers pour mieux comprendre. Et c'est pour ça que cette fameuse barrière, elle est très pénalisante en entreprise, parce que non seulement ça crée des espèces d'animosité, du mépris entre les différents métiers, mais en plus, ils ont du mal à se comprendre. Et comme tu disais, tu avais une espèce de non-communication tacite qui venait un petit peu parasiter tout ça. Ouais. Eh bien, très bien. Alors, j'aime toujours terminer ces interviews par une question ouverte de type écoute, si tu devais donner un conseil aux personnes qui t'écoutent, quel serait-il ? Ouais, je pense que tu as un truc aussi qu'on peut dire. Aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes des trucs sur du gros hacking, le business, l'entrepreneuriat, comment se lancer, il y a toujours cet aspect sur tous ces business-là. Même, tu vois, aujourd'hui, dans l'immobilier, tu le vois à travers les réseaux de mandataires, où en fait, la vraie nature du business, c'est le désespoir des gens. C'est d'aller chercher l'espoir de se dire, ok, je me lance là-dedans, j'ai essayé de faire du gros smack. On ne sait pas trop de quoi on parle. Et en plus, je trouve que même quand tu regardes des gens qui sont très pertinents sur leur métier, ils ne te repositionnent pas forcément la chose au bon endroit. Je pense typiquement à des techniques de gros hacking. Les mecs, ils vont te parler de certains trucs, mais ils vont pas te dire, en fait, la base, déjà, c'est aussi d'avoir un bon produit. C'est pas parce que tu as fait une landing page avec un message un peu pété que tu vas faire de la conversion, que tu vas vendre, que tu vas générer du chiffre d'affaires. Non, ça ne marche pas. Et en fait, il y a un aspect de l'entrepreneuriat qu'il faut pas oublier. Je suis là dans le bouquin Lean Startup, c'est dans le tout début. C'est quelque chose que j'aime bien dire moi à mes équipes, c'est l'entrepreneuriat. Il faut pas oublier que c'est beaucoup de petites tâches ingrates. Ah ça, je peux te dire, ça fait 4 ans que je fais l'entrepreneuriat, je fais beaucoup de petites tâches ingrates. Voilà, et c'est pas juste avoir de grandes idées brillantes. Inventer, c'est prendre de l'argent et en faire des idées. Innover, c'est prendre des idées et en faire de l'argent. Et pour pouvoir innover, il faut passer par toutes les petites tâches ingrates. Voilà. Si tu veux valoriser des idées, en fait, ça passera forcément par beaucoup de tâches ingrates. Et c'est pas juste des belles histoires, plein de belles choses à faire. Il faut être prêt à accepter ça et à faire des sacrifices et savoir les belles histoires. Évidemment, les belles histoires. Ouais. Mais c'est des choses qui sont plutôt a posteriori, tu vois. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi de me parler de ton parcours, de ta carrière. Enfin, toujours, hein, c'est cool. Et puis, moi, PHP, j'en garde que des bons souvenirs. Donc, quand on se parle même entre anciens de la promo ou de regarder de temps en temps les projets qui passent, tu vois, ce genre de choses, c'est toujours agréable. Tu discutes un peu avec les anciens ? Ah oui, ça arrive qu'on sait une fois de temps en temps, on prend des news, même sur des idées, tu vois, de start-up, de petits projets, ce genre de choses. Trop cool. Mais en tout cas, je te remercie et puis on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine, Félix. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.